Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler mobilité, on va parler nutrition, perte de poids et on va parler également programmation pour les enfants. Il y a de nombreux parents qui me suivent, vous savez que je suis un papa très fier et j'imagine que c'est pour ça que vous me posez ce genre de questions. Donc je vais vous aider, je sais qu'on est plusieurs à vouloir créer le projet Mbappé, le projet LeBron James, je vous vois, assis. Donc on va essayer de partager un maximum avec vous encore une fois. C'est à prendre à la légère ici, ok? Ne forcez pas vos enfants à faire des trucs qu'ils ne veulent pas faire les amis. Quoique, vous faites ce que vous voulez, c'est vos enfants. Je ne dirai jamais à quiconque comment éduquer ses enfants. Quoi qu'il en soit, avant d'aborder les sujets du jour, les amis, on va parler du questionnaire, du quiz que j'ai fait sur Instagram qui a été super populaire. Je l'ai posté hier et c'était assez drôle de voir toutes les réponses. Si vous ne l'avez pas vu encore, eh bien allez checker. Je l'ai publié sur Threads, qui est un peu l'équivalent de X, l'ancien Twitter, mais version Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Threads. Si vous n'êtes pas encore abonné à K-Swiss Fit, eh bien c'est le moment de le faire. Et j'ai publié le tout sur Instagram et j'ai eu plein de réponses. Donc le petit quiz était le suivant. Si tu ne peux choisir qu'une option, qu'est-ce que tu choisis? 1. Être obèse à vie mais multimillionnaire. 2. Être fit et en bonne santé mais être pauvre à vie. 3. Être riche et fit mais seul, sans entourage, amitié et relations sincères. Et je vous dis les réponses, c'était extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, il y avait deux trucs d'extraordinaire dans ces réponses. D'ailleurs, répondez si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Mettez-le dans les commentaires, mettez le choix dans les commentaires. Mais c'était assez drôle justement de voir les différentes réponses parce que de 1, on avait ces gens qui se disaient 1 ou 2 ou 3, bah oui, qui penserait autrement. Et puis on voit en fait qu'il y a vraiment des avis divergents. Et chaque personne arrive à défendre pourquoi elle choisirait une option plutôt qu'une autre option. Donc c'est assez drôle ici. Bien entendu, on n'est pas condamné à rester bloqué dans une de ces options. Mais j'essaie de créer un dilemme un peu qui nous fait réfléchir entre ces trois grosses catégories. Le côté finance, le côté santé et fitness et le côté relationnel. Et à quel moment on va prioriser quoi? On priorise la santé, plutôt le relationnel ou plutôt les finances. Et c'est toujours assez conflictuel. Bien entendu, mon discours, ça va être toujours de créer la meilleure harmonie possible entre les trois. Mais parfois, certains sont prêts à sacrifier certaines choses. Donc voilà, moi, je ne sacrifierai pas ma santé, en tout cas. Et je ne pense pas que je sacrifierai non plus le côté relationnel. Donc, ça c'est une certitude en fait. Donc je sacrifierai le côté financier, quoique ça fait mal quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et les réponses ont été extraordinaires. Franchement, je me suis roulé par terre tellement c'était drôle. Anyhow. Next, on va parler des news de la semaine. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'une compagnie qui crée justement ces médicaments qui favorisaient la perte de poids. Donc deux médicaments qui sont super connus qui s'appellent Ozempic et Wegovy. Et il s'avère que cette compagnie est une compagnie danoise. Okay, et ces deux médicaments ont été super popularisés, principalement à travers le monde d'Hollywood. On a eu des cérémonies, vous savez, dans ces cérémonies où ils distribuent des awards, comment on dit ça, des récompenses, des trophées, etc. Eh bien, on a eu ces dernières années des présentateurs, il y a toujours un comédien ou un acteur qui est un peu drôle, qui fait des blagues pour animer la cérémonie, qui disait des trucs du style, je vais plus jamais venir sans prendre de Ozempic parce que là, tout le monde est en forme. En gros, il disait simplement que tout le monde prenait ces médicaments et puis qu'on voyait vraiment les transformations physiques. Et depuis, bref, le monde hollywoodien, bien entendu, la grande influence des acteurs, des célébrités, ils ont popularisé le truc. Et ça a vraiment explosé. Et il s'avère que ça a tellement explosé que cette compagnie danoise qui s'appelle Novo Nordisk a été évaluée à plus de 500 milliards. Ce qui fait d'elle la deuxième compagnie européenne de l'histoire à avoir dépassé cette valeur-là. Donc cette valeur de 500 milliards, 500 billion. Et du coup, c'est la deuxième compagnie après LVMH. Vous voyez que Ozempic, attention, Ozempic et Wegovy, pour perdre du poids, eh bien, c'est plus coté que les sacs Louis Vuitton, hein, les amis. C'est plus coté que les sacs Louis Vuitton, Dior, tout ça. Et oui, malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Et ce qui est marrant, c'est que je dis ça, mais à l'heure actuelle, eh bien, cette compagnie est cotée en bourse et est plus cotée que justement LVMH. Et on dit, ou les experts
économistes dans la finance disent que justement ça va continuer à monter. Et pourquoi ça va continuer à monter? Eh bien, ils estiment une hausse de jusqu'à 20%, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce que l'obésité va continuer à augmenter. Eh bien les amis, et on n'écoute pas le Guessu Show podcast pour rien, nous, ok? Donc on ne fera pas partie de cette population-là. Mais ce qui est malheureux, c'est que effectivement, on mise en gros sur l'aspect santé des gens. On sait que ça va se détériorer et que, bien entendu, cette industrie pharmaceutique, en plus qui vise la perte de poids, bien entendu, va faire énormément d'argent. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est très malheureux si vous voulez vraiment savoir à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi aller marcher un petit peu tous les jours? Pourquoi faire du sport s'il y a Ozempic après tout, Et vous allez voir que dans 5 ans, 10 ans, ils vont sortir un truc avec des effets secondaires. Oui, ça crée ça. Oui, il fallait marcher, il fallait lever des poids. Mais tu as voulu prendre la route de la facilité. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Tout a un prix dans la vie. Tout a un prix. Rien n'est gratuit. Quoi qu'il en soit, on va passer au sujet du jour. Alors, premier sujet du jour que j'aimerais aborder, c'est la question mobilité. J'ai reçu énormément de questions là-dessus. Donc je vais pas toutes les lire, mais je vais essayer de résumer le tout à travers, je vais englober le tout à travers le thème principal qui était assez récurrent. En fait, le thème principal qui était assez récurrent, c'était de dire, ok, est-ce que je peux me contenter de faire une séance de mobilité et espérer des gains? Parce que, pour X et Y raison, parce que j'ai déjà mes entraînements de foot sur le côté, de sport de combat, de tennis, peu importe, et du coup, j'arrive pas à faire plusieurs séances dédiées uniquement à de la mobilité. C'est un peu compliqué pour moi vu que je dois faire ma muscu, etc. Je dois faire mes entraînements de mon sport spécifique. Et la réponse c'est, est-ce qu'on peut avoir des gains avec ça? La réponse c'est non. Ok, faut pas vous espérer à de grands gains de mobilité si justement vous ne le faites qu'une fois dans la semaine. Et puis les deuxième question qui revenait souvent, c'était du style, oui mais si je fais 2 heures ou pendant 2 heures ou 2h30 que de la mobilité, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça me permet justement d'avoir des gains et d'éviter de le faire plus fréquemment? Et la réponse, encore une fois, c'est non. Et je vais vous expliquer. Mais le premier truc à comprendre, c'est que lorsque vous faites une programmation, peu importe que vous fassiez un sport spécifique, tennis, sport de combat, foot, basket ou autre, c'est que il faut avoir une priorité. C'est ça le but d'une programmation, c'est de savoir où on place la priorité. Parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement. Et si on décide de tout faire, on va faire plein de trucs de la mauvaise des façons. On peut mettre des petites doses ici et là, ça va toujours être mon discours, mais on doit avoir une priorité. Ça va être notre ligne directrice, ça va être l'axe qu'on va choisir. Donc par définition, ça veut dire qu'on va devoir sacrifier certaines choses. Et si vous avez justement des lacunes au niveau articulaire, si vous avez des limitations articulaires, si vous avez des douleurs, etc., ça doit être votre priorité. Parce que c'est ce qui va freiner votre performance. Et c'est ce qu'on appelle en gros reculer pour mieux sauter. C'est exactement de cette façon-là que vous devez voir le tout. Donc si vous avez l'occasion de sacrifier certains aspects, comme du renforcement classique, parce que là vous devez mettre de la priorité sur justement ces entraînements de développement articulaire, faites-le les amis. C'est vraiment ce qui va vous donner le meilleur retour sur investissement. D'accord? Ça c'est une option si vous pouvez le faire, bien entendu. Moi c'est un truc que j'ai fait pendant une année à 100% où je me suis dédié que à ça et j'ai vu des gains extraordinaires. Et là, je continue à surfer sur cette vague que j'ai créée il y a une année. C'est une petite vague et cette vague elle devient plus grande. On devient plus capable d'un point de vue articulaire et on a augmenté donc la capacité de nos articulations et ensuite on peut les utiliser et on devient beaucoup plus performant. Parce que ce qui freine souvent la performance, c'est ça, ce sont les petites douleurs qu'on traîne, ces petites gênes qu'on traîne qui ne nous permettent pas d'exercer notre potentiel maximal. Okay, donc on doit régler ça dans un premier temps. Donc si vous faisiez, 3 entraînements de musculation complets dans la semaine, ces 3 entraînements vont se transformer en un entraînement et vous allez faire 2 entraînements dédiés que à du travail articulaire. Par exemple, ok, si vous pouvez le faire. Au sein même d'un entraînement, ça va ressembler à quoi? Éventuellement, vous pouvez tout agencer. Si 80% de mon entraînement était dédié au travail de renforcement, de préparation physique classique et 20% à de l'articulaire, on inverse le tout, ok? Loi de Pareto. Je vais faire 80% cette fois-ci. Pas vraiment loi de Pareto ici, mais vous comprenez le principe du 80-20. L'idée est que je vais dédier 80% cette fois-ci à mon travail articulaire et 20% à mon travail de renfort, préparation physique classique, ok? Si c'est la priorité, bien entendu, c'est quelque chose que vous pouvez considérer, d'accord? Maintenant, il y a 1001 façons d'agencer le tout et je vais vous donner quelques tips qui m'ont énormément aidé de façon à ce que vous puissiez faire des gains sans trop en sacrifier, bien entendu, mais il va falloir être très organisé par rapport à ça. Maintenant,
avant de donner ces tips, j'aimerais expliquer pourquoi ça ne sert à rien de chercher l'intensité dans un entraînement, faire énormément d'intensité et de volume en un entraînement et espérer que ça va créer des changements. En gros, le corps, il reçoit un signal. Lorsqu'on place de la force sur notre corps, sur notre tissu, il reçoit un signal. Et ce signal, il va l'interpréter pendant un moment. Il se dit, ok, je reçois un signal, je comprends, j'interprète. Ok, j'ai compris le message. Au bout d'un moment, vous pouvez continuer à envoyer le signal. C'est bon, il n'y aura pas plus d'adaptation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va maximiser l'adaptation et vous pouvez en faire plus, ça va absolument rien changer. Au contraire, votre corps, ce qu'il va préférer, c'est de s'arrêter et de recevoir ce signal encore quelques heures plus tard, d'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne, ok? Donc, mieux vaut rajouter de la fréquence de ce point de vue-là, d'accord? C'est pour ça que la fréquence, lorsqu'on parle de travail articulaire, de travail de réathlétisation, rééducation, etc., sera toujours la priorité. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne guérissent jamais de leur tendinopathie, de petits trucs qui traînent, parce qu'ils pensent qu'il suffit d'aller chez le physio une fois. Je vais une fois ou 2 fois dans la semaine. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ok? Vous devez rajouter de la fréquence. En fonction du stade dans lequel vous êtes, eh bien, ça va être plusieurs fois par jour, d'accord? Et une fois qu'on a passé ce stade où ça doit être plusieurs fois par jour, eh bien, ça doit être plusieurs fois par semaine. La fréquence, c'est la clé, parce que le corps reçoit le signal et ne peut que s'adapter jusqu'à un certain moment. Une fois qu'il a adapté, il a compris le signal, il a envoyé cette information. Ok, c'est fini, on va la renvoyer plus tard. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne cherchez pas à compliquer les choses pour rien. Essayez de dégager du temps pour ça. Il faut faire ce qu'il faut faire. Ok, it is what it is. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, du mécanisme de notre biologie. On ne peut pas aller à l'encontre de notre biologie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, priorisez toujours la fréquence. Et je vais vous donner vraiment, en toute sincérité, si vous pouvez le faire tous les jours, eh bien c'est là que vous allez avoir un maximum de gains, ok? Une petite routine du soir, vous prenez 20 minutes et là, vous travaillez sur ce que moi j'appelle les drapeaux rouges, ok? Sur les drapeaux rouges, bam, et moi c'est ma rotation de l'épaule, c'est la flexion de mon genou, ok? Parce que j'ai mal à l'avant du genou, etc. Bref, eh bien je vais travailler dessus et tous les soirs, je vais le faire. Et là, vous allez vraiment avoir énormément de gains. Maintenant, voilà comment on organise le tout, les tips à prendre en considération. Premier tips, faire les stretches dans lesquels on doit passer pas mal de temps, ok? Donc pour ceux qui ont mon programme, hanche bulletproof, épaule bulletproof, genou bulletproof, etc., etc. Voilà comment vous pouvez organiser le tout de la meilleure des façons. Les stretches qui vous donnent le meilleur retour sur investissement, les stretches dans lesquels vous devez passer du temps avant de passer à l'exercice. Eh bien, ces stretches-là, mettez-les dans votre routine du soir ou routine du matin, appelez ça comme vous voulez, ok? Vous l'organisez en fonction de votre agenda. Et ça, c'est là où je vais tenir ma position pendant 30, 2 minutes, 3, 4 minutes, etc. Bam, j'ai tenu ma position, c'est une fois, ok? Et quand on parle de mobilité, eh bien, on a également des exercices, comme on pourrait penser à des pompes, à un squat, etc. Exactement la même chose, mais pour les articulations. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'intégrer dans votre routine de préparation au début de vos entraînements classiques. Donc, imaginons que voilà, je vais à la salle, j'ai une séance axée sur le haut du corps, ok? Et je dois, sur mes drapeaux rouges, je dois travailler sur mes épaules. Eh bien, je vais avoir mon petit circuit de 2, 3 exercices qui vont être calés au début de ma routine d'échauffement, ok? Pam, je me chauffe, pam, 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 je rentre un exercice, deuxième exercice, ça fait une série, ensuite je passe à la suite de mon échauffement, ok? Pam, je continue avec la suite de mon enchaînement, je reviens, je fais ma deuxième série, encore une fois, premier exercice, deuxième exercice, je finis avec mon échauffement et je rentre encore une fois une troisième série. Vous voyez, c'est une façon de rendre le tout le plus ludique possible et de cette façon-là, vous pouvez rajouter de la fréquence. Et si vous rajoutez de la fréquence de cette façon-là, au début de vos entraînements, eh bien, croyez-moi, c'est un game changer. Deux séries, c'est le sweet spot selon moi. Vous pouvez le rentrer à n'importe quel moment. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on parte sur une séance full body, ok? Une séance full body et on doit travailler qu'on doit travailler sur sa colonne vertébrale, ok? On va travailler sur la flexion et l'extension de sa colonne vertébrale, ok? Donc, le fait de fléchir, le fait de d'archer sa colonne vertébrale. Ok. Comment je vais organiser le tout? Bam, je fais mon échauffement, je fais mes mobilisations articulaires. À la fin de ma mobilisation articulaire, je vais rentrer ma première série. Je vais rentrer une série de Jefferson Curl et d'extension thoracique. Ok, bam. Je fais 6, 8 répétitions. Tac, ça fait une série. J'ai fait ma mobilisation articulaire complète. Cool. Maintenant, je vais passer à des stretch dynamiques. Ok, je suis en stretch dynamique. Je prépare mes adducteurs, je prépare mes épaules, etc. Cool. Je rentre ma deuxième série. Quand j'ai fini un peu cette partie stretch dynamique, donc on doit penser en partie pour la partie, ce que moi j'appelle préparation, que les gens appellent échauffement. Mais échauffement pour moi c'est une partie de la préparation. Ensuite j'arrive à des mouvements un peu plus
ce que j'appelle le warm-up dynamique. Donc c'est là où on va faire par exemple des fentes, on va se déplacer, on va rajouter un peu plus de charge. Avant on était plus ou moins passif, là on est dans une partie qui est plus active, ok. Ça peut être des pompes, etc. Vous créez l'échauffement dynamique que vous souhaitez, ok. Donc là on avait la partie stretch dynamique, pardonnez-moi, et maintenant échauffement dynamique. Cool, à la fin de l'échauffement dynamique, bam, je suis chaud, mon rythme cardiaque est monté un petit peu, bam, je rentre ma dernière série de Jefferson Curl et d'extension thoracique. J'ai rentré 3 séries. Personne l'a vu passer, ça n'a pas pris trop de temps et j'ai fait mon travail de mobilité. Simple, ok? Donc là, de cette façon-là, je peux passer à mes exercices principaux, ma préparation physique, et là vous allez avoir vraiment des gains. Et ensuite le soir venu ou le lendemain, eh bien je sais que le lendemain peut-être je vais pas aller à la salle de sport, je vais pas faire cette routine, et bien c'est là où je vais m'attarder sur cette routine du soir où je vais tenir simplement les stretch, 1, 2 positions, 3 positions en fonction du temps que vous avez à disposition, ok? Donc voilà, là c'est du free game que je viens de vous donner les amis, c'est très simple, mais c'est le seul moyen d'avoir des résultats si vous voulez vraiment développer vos articulations. Et pour ceux qui veulent développer des positions plus complexes comme tous les grands écarts, les bridges, les ponts, eh bien vous n'avez pas le choix, ok? Il faut rajouter de la fréquence. La fréquence vraiment c'est le mot d'ordre ici, je dirais plus que l'intensité lorsqu'on parle de ce genre de travail là. Une fois que vous avez développé un certain palier, là vous pouvez placer plutôt le focus sur l'intensité. Moi par exemple j'ai tous les grands écarts, etc. J'ai développé mes articulations, j'ai passé des années à le faire. Cool, maintenant je suis plus sur un travail de maintenance où je vais éventuellement essayer d'augmenter un peu ce seuil de tolérance. Et là, je peux le faire une fois dans la semaine où je vais vraiment chercher l'intensité au max. Et je sais là que je suis sur la bonne voie parce que j'ai déjà fait le travail nécessaire pour développer le tout auparavant, ok? Et il y a une différence entre le développement et la maintenance, ok? Ensuite, on va parler ici, on va passer directement, avant de passer à la partie nutrition, on va parler de entraînement pour les enfants. Donc j'ai reçu une question ici, j'en ai reçu pas mal, mais ça ressemble toujours à la même chose. Je m'intéresse fortement à la préparation physique enfant. Je dis pépé, mais on se comprend. 1. Quel type de musculation faire chez l'enfant? À quel âge faut-il vraiment spécifier un sport? Donc avant quel âge il est inutile de n'en faire qu'un? Et 3. Les filières à faire chez eux. Merci du retour et merci pour tout ce que tu fais. Belle journée. Ok, j'ai reçu pas mal de questions comme ça et bien entendu, je vais chercher à y répondre de la meilleure des façons possibles avec toutes les évidences que j'ai à disposition. Alors, le truc avec les enfants, c'est qu'on ne peut pas rendre le truc le plus strict possible. Okay, ça dépend de ce que vous considérez comme enfant, mais il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un jeu, etc. Okay, donc il faut essayer de trouver la bonne harmonie entre « Hey, on fait du travail, on est vraiment en train de taffer ici, mais ça reste ludique, il s'amuse, il ne va pas ça comme une corvée. » Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner et ils ne vont pas y mettre la bonne intention. Donc si vous voulez vraiment développer des trucs, eh bien, il faut y mettre la bonne intention. Moi, en termes de musculation, ce que je pense qu'il faut faire, eh bien, c'est déjà de maîtriser son poids du corps. Okay. Si on arrive à maîtriser son poids du corps, c'est très bien. Okay. Et il ne faut pas avoir peur de justement utiliser des exercices au poids du corps qui sont avancés. Donc, les enfants vont maîtriser les squats, relativement facile pour un enfant. Hey, ok, on va essayer de progresser le tout et d'essayer de maîtriser un pistol squat. Et un pistol squat clean. Là, un pistol squat qui est clean, pardonnez-moi, ok. Bien exécuté avec une bonne forme, etc. Là, on est déjà sur quelque chose d'avancé, ok. Hey, parfait, si j'arrive à faire ça, pareil. Pompe, ok, pareil, pompe. Déjà là, ça devient un peu plus compliqué pour les enfants. Mais si on arrive à faire des pompes, qu'on essaie de challenger ensuite des pompes à un bras, c'est des enfants, les gars, ils sont en forme encore, ils sont jeunes, ils sont là, ils ont la fougue encore. Eh bien, on va essayer de rendre le tout le plus ludique possible, ça va être des challenges, etc. Mais je pense que travailler sur cette force, ce qu'on appelle cette force relative, apprendre à maîtriser son poids du corps, eh bien, je pense que pour moi, c'est la base. La gymnastique, c'est la base. Traction, tout ce qui est tirage, etc. Améliorer tout ça, pour moi, franchement, si on s'attarde sur ça uniquement avec les enfants, on aura fait énormément de gains. Maintenant, une fois qu'on a atteint un certain âge et qu'on peut aller en salle de musculation, 13 ans, etc., pourquoi pas garder un programme classique, squat. On va commencer bien entendu avec les variantes les plus simples à exécuter, les goblet squats, etc. Des deadlifts avec kettlebell, apprendre l'exécution des mouvements. Mais bon, ça vient que dans un second temps. Et pour la plupart des gens, eh bien, on n'aura pas accès à une salle de sport avec un enfant. Mais si on a accès à une salle de sport avec un enfant, eh bien, il n'y a rien qui change fondamentalement. Okay, on doit juste respecter un système de progression, faire en sorte que les exercices soient bien exécutés. Et encore une fois, essayer de rendre le truc le plus ludique possible à travers des challenges, à travers une façon de motiver l'enfant à faire l'exercice qu'il doit faire. Maintenant, ce que je rajouterais avec certitude, c'est un tas de sauts.
un tas de variantes de sauts, des sauts qui vont dans différentes directions, des sauts sur 2 jambes, des sauts en hauteur, des sauts sur distance, des sauts à une jambe, etc. Ça, j'essaierai d'en rajouter un maximum parce que c'est super intéressant, c'est super ludique et ça apprend aux enfants justement à produire un maximum de force et leurs tissus vont absorber un maximum d'énergie parce que lorsqu'on fait des sauts, eh bien c'est beaucoup plus intense que faire un back squat, etc. Okay, contrairement à ce que les gens pensent. Okay, l'énergie qu'on absorbe, la quantité de force qu'on absorbe est beaucoup plus conséquente. Et bien entendu ici, on va rajouter des sprints, des accélérations, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, etc. C'est super intéressant. Je pense que, encore une fois, quand j'y pense comme ça, ça change pas. Okay, ça change absolument pas d'un autre athlète qu'on chercherait à entraîner. Ce qui est intéressant avec les enfants, justement, c'est que on est en train de construire la fondation, c'est-à-dire que d'un point de vue exécution, c'est ce sur quoi on doit travailler, mais on a beaucoup moins de limitations articulaires. Donc, hey, let's go. Il ne faut pas avoir peur de tester avec ses enfants, de les challenger. Ils vont pouvoir aller dans toutes les positions. Et franchement, hey, moi, je me fixerai pas de limite par rapport à ça. J'ai pas entraîné beaucoup d'enfants pour être honnête avec vous. J'en ai entraîné pas mal. J'ai entraîné des enfants athlètes aussi. Mais pas assez en groupe pour me dire, ah ok Kev, en groupe ça fonctionne de cette façon là. Pourquoi en groupe? Parce que moi je suis un gars, je suis peut-être un peu trop techie et j'ai pas la patience d'entraîner des enfants en groupe. Pour l'instant j'apprécie trop mon métier pour rendre le tout trop ludique et me prendre la tête à rendre le truc fun à chaque fois. Mais si vous avez la capacité de le faire, et je pense qu'il y en a qui ont justement ce don de le faire, je l'ai vu, des coachs qui sont très forts à ça, et bien faites-le. Moi c'est vrai que j'ai jamais voulu faire ça parce que ça me prenait trop la tête et je préfère travailler avec des adultes, etc. Mais maintenant que moi j'ai des enfants, je vois un truc un peu différemment et bien entendu je reconsidère le tout. Donc éventuellement si mon fils rejoint une équipe de foot, de basket, peut-être que voilà, je serai bénévole, le préparateur physique. Et là je vais me forcer de rendre le truc un peu plus ludique. Mais fondamentalement il n'y a rien qui change. Maintenant il y a une deuxième question et j'ai déjà répondu à cette question dans différents podcasts. À quel âge faut-il vraiment spécifier un sport? Moi je pense que le secret pour de la longévité de manière générale c'est d'apprendre à maîtriser son corps, de 1, comme je l'ai dit, à travers les différents exercices basiques où on va explorer toutes les amplitudes de mouvement, on va être fort au niveau de toutes les articulations. Donc ça vraiment c'est la base. Et la gymnastique, je pense que c'est extraordinaire par rapport à ça. C'est pas pour rien que les gymnastes ont selon moi la meilleure fondation. Mais le plus important c'est d'être exposé à différents sports jusqu'à, en tout cas jusqu'à 12-13 ans. 12-13 ans, selon mon expérience, selon tous les athlètes que j'ai analysés, j'ai passé pas mal de temps quand même à essayer de rechercher tout ça, et bien jusqu'à 12-13 ans, on aimerait essayer des sports de contact, des sports de non-contact, des sports qui demandent du rythme, de la danse, etc. Je pense vraiment que c'est ce qui va nous permettre d'avoir la meilleure boîte à outils à utiliser. Parce que notre corps ne reste pas enfermé dans des patterns bien précises. Rappelez-vous, quand on fait un sport, eh bien, on est limité dans les règles du sport. Notre corps va s'adapter aux règles du sport. Ce qui veut dire qu'on va bouger que d'une certaine façon. Et tout ce qui sort en fait de ces règles-là, eh bien, c'est inexploré. Et si c'est inexploré pour le corps, c'est perdu. Le corps se dit, ah, tu n'utilises jamais ces angulations-là, tu vas jamais là. Eh bien, je vais m'en débarrasser parce que tu n'en as pas besoin, tout simplement. Et en vrai, ça va apporter détriment même à notre sport. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer de la variabilité dans notre mouvement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons d'arriver à destination. Okay, il faut penser à ça comme si on allait du point A au point B, au lieu d'avoir qu'une route, parce qu'on a conditionné notre corps à utiliser toujours la même route, eh bien, on a 10, 15, 20 routes qui nous permettent d'arriver au point B, d'arriver à destination. Et c'est là où ça devient super intéressant parce que l'univers du sport de manière générale est assez chaotique. Et lorsqu'on n'a qu'une option, c'est là que ça devient problématique. Alors lorsqu'on a plusieurs options, on trouve des solutions. Le corps trouve des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut amener cette variété et ne pas spécifier justement trop jeune selon moi. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Mais après, vous me direz qu'il y a des exemples qui ont très bien réussi là-dedans. Et c'est très bien. Okay, mais encore une fois, d'après mon analyse des choses à l'heure actuelle, eh bien, ce que je ferais, c'est d'inviter mon enfant à faire un tas de sports. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai prévu. Et dès qu'on a déterminé que c'est le sport qui lui convient, eh bien, à ce moment-là, on va le faire à 100%. Maintenant,
les filières à faire chez eux. Donc on parle de filières énergétiques ici, on va pas trop rendre le truc complexe pour ceux qui sont pas du domaine du sport. Donc on a 3 filières énergétiques. Faut penser à ça comme si on avait une voiture avec trois moteurs et des utilisations de carburant qui sont différents. Eh bien on veut tout faire, c'est-à-dire que on veut penser encore une fois sprint ici, on veut faire du fond également. Encore une fois, du fond ça peut être ludique. Encore une fois, vous le faites comme vous le souhaitez. Et on va faire du travail de seuil également. En fait, il n'y a rien qui change. Plus j'explique le truc, plus je me rends compte qu'il n'y a absolument rien qui change pour la préparation pour enfants. Vous le faites exactement de la même façon que vous le feriez pour n'importe quel athlète. Et j'utilise le terme athlète ici parce qu'on a très peu de limitations et on a un potentiel vraiment qui est intéressant à explorer. Encore une fois, il faudra simplement rendre le truc ludique. Maintenant, dernier sujet du jour, on va parler ici de nutrition. On va parler du jeûne intermittent et on va parler également de comment traquer son progrès lorsque on fait une perte de poids, lorsque on suit un plan nutritionnel. Ok. Alors, plusieurs questions qui ont été posées également là-dessus. On m'a parlé du jeûne intermittent. J'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus. Parfois, je suis un peu fatigué de répéter le tout, mais je sais que c'est important de répéter à chaque fois le tout. Le jeûne intermittent, c'est devenu super populaire. Il y a des gens qui ont créé, qui ont construit des carrières grâce à ça, en vendant des livres, des formations, des trucs de ouf. Alors qu'au final, le jeûne intermittent, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je saute mon petit déjeuner ou je saute mon repas du soir. Vous pouvez l'organiser de la façon que voilà, vous souhaitez. Il y en a qui, en gros, en très simple, ça consiste à avoir une grande fenêtre durant laquelle on ne consomme rien, on ne mange pas, et une fenêtre plus courte durant laquelle eh bien, on se permet de consommer tout ce qu'on veut consommer. Ça peut être 18 heures, 16 heures de jeûne, 8 heures de consommation, okay, dans lesquelles vous allez avoir vos 2 repas par exemple, et ou alors 18, 6 ou 24, vous organisez le tout comme vous le souhaitez. Le concept à la base, c'est ça. Et il y a plusieurs bienfaits derrière tout ça. On parle d'autophagie cellulaire, c'est-à-dire que notre corps va se débarrasser des mauvaises cellules de notre corps. Et voilà, c'est devenu super populaire à cause de ça. Et populaire parce que les gens perdent du gras. Et puis du coup, les gens sont devenus super dogmatiques avec cette idée de jeûne intermittent en se disant ouais, c'est magique, ça fait perdre du poids. Mais pourquoi on perd du poids? Parce qu'on mange moins, ok? On saute un repas. Oui, Suzy, si tu ne manges plus le croissant, les 2 croissants du matin, le pain au chocolat et le café Starbucks là, avec la crème chantilly, tout le sucre qui fait 500 calories, ben oui, Suzy, tu vas perdre du poids. Ok? Donc, il faut comprendre les principes derrière, ok? Et le principe reste le même pour toutes les diètes, c'est toujours la même chose. On crée simplement un déficit calorique, ok? Maintenant, il y a des pour, il y a des contre. On a parlé d'autophagie cellulaire, super intéressant. L'autophagie cellulaire, aujourd'hui, on voit qu'on a cette autophagie cellulaire également simplement en créant un déficit calorique. Donc, c'est plutôt le déficit calorique qui crée cette autophagie cellulaire. Pour qui, à quel moment ça sera intéressant, c'est pas intéressant. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau des troubles, au niveau de leur tube digestif, vous digérez pas bien les choses, vous avez des ballonnements, etc. Vous n'avez pas identifié encore qu'est-ce qui crée vraiment des problèmes au niveau de votre alimentation. Le jeûne intermittent, c'est super intéressant. Ça permet de soulager votre tube digestif. Et c'est quelque chose à considérer. Mais c'est pas la solution sur le long terme. Si vous ne vous sentez bien que lorsque vous faites votre jeûne intermittent, c'est qu'il y a un problème à régler. Et croyez-moi, j'ai été dans cette situation où je faisais des jeûnes tout le temps et je me sentais bien que à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais continuer comme ça. Mais c'est pas soutenable et c'est pas correct. On doit vraiment traiter la cause du problème. Et une fois qu'on a traité la cause du problème, vous allez voir, ça a été mon cas et le cas de plusieurs de mes clients. Eh bien, on se sent plus obligé de faire un jeûne intermittent parce que on se sent bien même lorsqu'on mange nos repas de manière régulière, le petit-déj, etc., le lunch et le dîner le soir. Ok? Donc, très, très, très simple ici. Comprenez ça, c'est vraiment fondamental. Maintenant, c'est une stratégie à utiliser éventuellement. Si pour vous estimez que simplement vous fixez comme règle de ne pas manger le premier repas de la journée ou le dernier repas de la journée, c'est soutenable, vous vous sentez bien, vous arrivez à consommer une quantité qui est adéquate durant les prochains repas sans trop exagérer, et bien dans ce cas-là, c'est quelque chose de très intéressant. Ça ne vous force pas, du coup, à tout calculer, okay, à calculer chaque chose que vous allez déduire pour créer ce déficit calorique. Vous pouvez garder votre repas classique du déjeuner et votre repas classique du dîner. Très bonne stratégie pour ceux qui arrivent à soutenir le tout. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes dans laquelle je tombe, qui est que si je saute vraiment un repas, eh bien ce qui se passe, c'est que je finis par surconsommer durant les autres repas. Parce que j'ai tellement faim que au final, les calories que je n'ai pas consommées durant le petit déjeuner, eh bien je finis par les consommer durant le déjeuner et le dîner et encore plus pour combler ma frustration. Donc encore une fois,
apprenez à vous connaître, apprenez ce qui fonctionne sur vous et à partir de là, vous allez pouvoir adapter le tout. Mais c'est tout ce qu'il faut garder en tête. Vous voulez créer un déficit calorique, vous pouvez l'utiliser comme méthode, mais ce n'est pas la méthode qui convient à tout le monde et ça c'est très important de le considérer. Maintenant, lorsque vous faites une perte de gras, vous allez opérer, vous allez bien entendu, lorsque vous décidez de faire une transformation, eh bien votre corps va changer. Vous avez un plan sur la durée, ça va être 9 semaines, 12 semaines, 16 semaines, peu importe ce que vous vous êtes fixé. Et il faut savoir mesurer son progrès. C'est important de mesurer son progrès. Pourquoi c'est important de mesurer son progrès? Parce que c'est ce qui nous dit qu'on est dans la bonne direction. Éventuellement, il y a des choses à adapter. Est-ce qu'on a vraiment bien traqué tout ce qu'il fallait traquer? Est-ce qu'on a vraiment suivi notre plan d'entraînement? Et à partir de là, on fait les ajustements. Et en plus de ça, si on va dans la bonne direction, si on suit vraiment tout ce qui est ordonné par notre programme, notre plan nutritionnel, eh bien, ça va nous donner ce boost en dopamine. C'est-à-dire que on a cette gratification, on a cette sensation qu'on est en train d'aller dans la bonne direction et c'est ce qui nous pousse à continuer à aller dans la bonne direction. Donc c'est super important d'utiliser des marqueurs pour savoir si on va continuer ou pour nous permettre de continuer, devrais-je dire. Et malheureusement, la plupart d'entre nous utilisons la balance, donc le pèse-personne. On se met sur le pèse-personne et on utilise uniquement ce marqueur pour savoir si on va dans la bonne direction. Et malheureusement, beaucoup se frustrent parce que on voit des fluctuations et on vient à la salle. Ça fait 2 semaines que tout se passe bien. Et là, au bout de la 3e semaine, on voit que notre poids a augmenté. Ou un jour, quand on s'est pesé, notre poids a augmenté. J'ai pris 1 kilo, ça va pas, etc. Et là, il faut se calmer. Et ça, tous ceux qui travaillent avec tous les entraîneurs, qui travaillent avec leurs clients, savent de quoi je parle ici. Okay. Pourquoi le pèse-personne, la balance n'est pas votre ami? Et pourquoi on ne doit pas se fier que à ça? Parce qu'on va avoir des fluctuations en fonction de ce que vous avez mangé la veille. Des fluctuations voilà, en fonction de à quel moment vous allez vous peser également, selon quelles conditions vous allez vous peser également. Est-ce que vous le faites lorsque vous êtes à jeun après être allé aux toilettes par exemple ou pas? Est-ce que vous le faites au milieu de la journée, après votre petit déjeuner, après votre lunch, etc. Il y a plein de trucs à prendre en considération. Si vous ne le faites pas toujours selon les mêmes conditions, eh bien ça va être problématique. Okay. Ensuite, il y a les niveaux de stress qui vont affecter également notre poids sur la balance. Est-ce qu'on a bien dormi? Les niveaux de stress qui vont augmenter. Bam! Il y a plein de trucs qui vont faire que la balance va fluctuer et ce n'est pas forcément représentatif de votre perte de gras. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Donc, ne vous fiez pas uniquement à la balance. Ça ne veut pas dire qu'on doit complètement jeter à la poubelle la balance. C'est-à-dire qu'on doit l'utiliser simplement en conjonction avec d'autres marqueurs. Les autres marqueurs sont les suivants. Vous voulez prendre principalement vos circonférences. Les circonférences, hey, les chiffres sont là, ça ne va pas mentir. Principalement, les hanches et la taille, ok. Vous voulez traquer les deux régulièrement. Pas obligé de prendre les biceps, le tour de poitrine, etc. Si vous voulez faire, bien entendu, vous pouvez prendre toutes les circonférences, mais les hanches et la taille, traquez ça régulièrement, ok. Une fois par semaine au minimum, ok. Ensuite, ce que vous voulez faire également, c'est prendre vos photos. Parce que ce qui compte vraiment, c'est le look, ok. Et j'ai oublié de mentionner ça, bien entendu. Lorsque vous posez sur la balance, vous faites un entraînement, vous suivez votre entraînement de musculation, éventuellement, vous avez perdu du gras, mais éventuellement, vous avez pris du muscle également, ok. Et le muscle, ça pèse aussi. Donc, éventuellement, vous n'avez pas changé de poids sur la balance, mais visuellement parlant, eh bien, vous avez changé de look, votre esthétique a changé. Et ça compte. Et au final, c'est ça qui compte le plus. Les gens s'en foutent de la balance si ils ont visuellement le look qui leur correspond. Ok. Donc, on va prendre nos photos. Les photos, pareil, même règle. Toujours selon les mêmes circonstances. Toujours avec la même luminosité. Toujours avec le même angle. C'est très important de respecter ça. Ok. Et lorsque vous faites ça, ok, cool. J'ai pris mes photos. Maintenant, il reste le dernier marqueur à savoir si, pour nous permettre de savoir si on va dans la bonne direction ou pas, qui est le ressenti et les progrès qu'on va observer en salle de sport. Est-ce que, en suivant ma programmation, je deviens plus fort? Est-ce que j'arrive à lever plus de poids? Est-ce que j'arrive à faire plus de répétitions? Est-ce que je suis plus endurant? Etc. etc. Et en très simple, c'est la règle que j'utilise à chaque fois, si 3 de ces marqueurs sur 4 vont dans la bonne direction, eh bien, c'est que vous êtes en train de gagner. Donc, la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est que à la salle, ça se passe bien. À la salle, ça se passe bien, vos circonférences, ça se passe bien, vos photos, ça se passe bien, et le poids où il y a une fluctuation à la hausse. Et là, il ne faut pas paniquer parce que j'ai 3 trucs qui me disent que je suis en train d'aller dans la bonne direction, que je suis en train de perdre du gras, en train de prendre du muscle et que mon look est en train de changer. Donc visuellement, croyez-moi, c'est ce que vous allez apprécier, d'accord? Et c'est comme ça que vous devez organiser le tout lorsque vous pensez à une transformation physique. Ne vous perdez pas sur un marqueur uniquement, parce qu'un marqueur, c'est pas représentatif de votre progrès. Voilà tout pour l'épisode, les amis, d'aujourd'hui. Plein d'informations qui ont été partagées. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions, à partager cet épisode avec quiconque pourrait en bénéficier. Et une petite story sur Instagram
taguez-moi, ça fait toujours plaisir. Et restez connectés pour les prochaines sorties. Nouveau programme qui sort très bientôt. J'en dis pas plus. Restez connectés. Peace.